Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. J'en étais au deuxième livre, au deuxième chapitre. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Cependant, son chant respirait surtout la joie. Et elle semblait chanter comme l'oiseau, par sérénité et par insouciance. La chanson de la bohémienne avait troublé la rêverie de Gringoire, mais comme le cygne trouble l'eau, il l'écoutait, avec une sorte de ravissement et d'oubli de toute chose. C'était depuis plusieurs heures le premier moment où il ne se sentit pas souffrir. Ce moment fut court. La même voix de femme qui avait interrompu la danse de la bohémienne vint interrompre le chant. « Te tairas-tu, cigale d'enfer » cria-t-elle, toujours du même coin obscur de la place. La pauvre cigale s'arrêta court. Gringoire se boucha les oreilles. « Oh » s'écria-t-il, « maudite scie ébréchée, qui vient briser la lyre !» Cependant, les autres spectateurs murmuraient comme lui. « Au diable la sachette !» disait plus d'un. Et la vieille trouble-faite invisible eût pu avoir à se repentir de ses agressions contre la bohémienne, s'il n'eût été distrait en ce moment même par la procession du pape des fous, qui, après avoir parcouru force rues et carrefours, débouchait dans la place de Grève, avec toutes ses torches et toute sa rumeur. Cette procession, que nos lecteurs ont vu partir du palais, s'était organisée chemin faisant, et recrutée de tout ce qu'il y avait à Paris, de marauds, de voleurs oisifs et de vagabonds disponibles. Aussi représentait-elle un aspect respectable lorsqu'elle arriva en Grève. D'abord marchait l'Égypte, le duc d'Égypte, en tête, à cheval, avec ses comtes à pied, lui tenant la bride et l'étrier. Derrière eux, les Égyptiens et les Égyptiennes pêle-mêle avec leurs petits-enfants, criant sur leurs épaules. Tous, ducs, comtes, menus peuples, en haillons et en oripeaux. Puis c'était le royaume d'Argot, c'est-à-dire tous les voleurs de France, échelonnés par ordre de dignité, les moindres passant les premiers. Ainsi, défilaient 4 par 4, avec les divers insignes de leur grade dans cette étrange faculté. La plupart éclopés, ceux-ci boiteux, ceux-là manchots, les courteaux de Boutanche, les coquillards, les hubins, les sabouleux, les calots, les francs-mitoux, les polissons, les piètres, les capons, les malingreux, les riffaudés, les marcandiers, les narquois, les orphelins, les archisuppôts, les cagous, dénombrement à fatiguer Homère. Au centre du conclave, des cagous et des archisuppôts, on avait peine à distinguer le roi de l'argot. Le grand coësre, accroupi dans une petite charrette traînée par 2 grands chiens. Après le royaume des argotiers, venait l'empire de Galilée. Guillaume Rousseau, empereur de l'empire de Galilée, marchait majestueusement dans sa robe de pourpre tachée de vin, précédé de baladins s'entrebattant et dansant des pyrrhiques, entouré de ses massiers, de ses suppôts, et des clercs de la chambre des comptes. Enfin venait la basoche, avec ses mets couronnés de fleurs, ses robes noires, sa musique digne du sabbat, et ses grosses chandelles de cire jaune. Au centre de cette foule, les grands officiers de la confrérie des fous portaient sur épaule un brancard, plus surchargé de cierges que la chasse de Sainte-Geneviève au temps de peste. Et sur ce brancard resplendissait, crossé, chapé et mitré, le nouveau pape des fous, le sonneur de cloche de Notre-Dame, Quasimodo le bossu. Chacune des sections de cette procession grotesque avait sa musique particulière. Les Égyptiens faisaient détonner leurs balafos et leurs tambourins d'Afrique. Les argotiers, race fort peu musicale, en étaient encore à la viole, au cornet à bouquin et à la gothique rubèbe du XIIe siècle. L'empire de Galilée n'était guère plus avancé. À peine distinguait-on dans sa musique quelques misérables rebecques de l'enfance de l'art, encore emprisonnés dans la rélamie. Mais c'est autour
du pape des fous que se déployaient dans une cacophonie magnifique toutes les richesses musicales de l'époque. Ce n'était que dessus de Rebec, haute comte de Rebec, taille de Rebec, sans compter les flûtes et les cuivres. Hélas, nos lecteurs se souviennent que c'était l'orchestre de Gringoire. Il est difficile de donner une idée du degré d'épanouissement orgueilleux et béat où le triste et hideux visage de Quasimodo était parvenu dans le trajet du palais de la Grève. C'était la première jouissance d'amour-propre qu'il eût jamais éprouvée. Il n'avait connu jusque-là que l'humiliation, le dédain pour sa condition, le dégoût pour sa personne. Aussi, tout sourd qu'il était, savourait-il en véritable pape les acclamations de cette foule qui haïssait, pour s'en sentir haï, que son peuple fût un ramas de fous, de perclus, de voleurs, de mendiants, qu'importe. C'était toujours un peuple, et lui un souverain. Et il prenait au sérieux tous ces applaudissements, ironiques, tous ces respects dérisoires, auxquels nous devons dire qu'il se mêlait pourtant dans la foule un peu de crainte fort réelle, car le bossu était robuste, car le bancal était agile, car le sourd était méchant. 3 qualités qui tempèrent le ridicule. Du reste, que le nouveau pape des fous se rendit compte à lui-même des sentiments qu'il éprouvait et des sentiments qu'il inspirait, c'est ce que nous sommes loin de croire. L'esprit qui était logé dans ce corps manqué avait nécessairement lui-même quelque chose d'incomplet et de sourd. Aussi, ce qu'il ressentait en ce moment était-il pour lui absolument vague, indistinct et confus. Seulement la joie perçait. L'orgueil dominait. Autour de cette sombre et malheureuse figure, il y avait rayonnement. Ce ne fut donc pas sans surprise et sans effroi que l'on vit tout à coup, au moment où Quasimodo, dans cette demi-ivresse, passait triomphalement devant la maison aux piliers, un homme s'élançait de la foule et lui arrachait des mains, avec un geste de colère, sa crosse de bois doré, un signe de sa folle papauté. Cet homme, ce téméraire, c'était le personnage au front chauve qui, le moment auparavant, mêlé au groupe de la bohémienne, avait glacé la pauvre fille de ses paroles de menace et de haine. Il s'était revêtu du costume ecclésiastique. Au moment où il sortit de la foule, Gringoire, qui ne l'avait point remarqué jusqu'alors, le reconnut. « Tiens, dit-il, avec un cri d'étonnement. C'est mon maître en Hermès, dom Claude Frollo, l'archidiacre. Que diable veut-il à ce vilain borgne ? Il va se faire dévorer. » Un cri de terreur s'éleva en effet. Le formidable Quasimodo s'était précipité au bas du brancard, et les femmes détournaient les yeux pour ne pas le voir déchirer l'archidiacre. Il fit un bond jusqu'au prêtre, le regarda, et tomba à genoux. Le prêtre lui arracha sa tiare, lui brisa sa crosse, lui lacéra sa chape de clinquant. Quasimodo resta à genoux, baissa la tête et joignit les mains. Puis il s'établit entre eux un étrange dialogue de signes et de gestes, car ni l'un ni l'autre ne parlait. Le prêtre, debout, irrité, menaçant, impérieux, Quasimodo prosterné, humble, suppliant. Et cependant il est certain que Quasimodo eût pu écraser le prêtre avec le pouce. Enfin, l'archidiacre, secouant rudement la puissante épaule de Quasimodo, lui fit signe de se lever et de le suivre. Quasimodo se leva. Alors, la confrérie des fous, la première stupeur passée, voulut défendre son pape si brusquement détrôné. Les Égyptiens, les argotiers et toute la besoche vinrent japper autour du prêtre. Quasimodo se plaça devant le prêtre, fit jouer les muscles de ses poings athlétiques et regarda les assaillants avec le grincement de dents d'un tigre fâché. Le prêtre reprit sa gravité sombre, fit un signe à Quasimodo et se retira en silence. Quasimodo marchait devant lui, éparpillant la foule à son passage. Quand ils eurent traversé la populace et la place, la nuée des curieux et des oisifs voulut les suivre. Quasimodo prit alors l'arrière-garde et suivit l'archidiacre à reculons, trapu, hargneux, monstrueux, hérissé, ramassant ses membres, léchant ses défenses de sanglier, grondant comme une bête fauve et imprimant
d'immenses oscillations à la foule avec un geste ou un regard. On les laissa s'enfoncer, tous deux, dans une rue étroite et ténébreuse, où nul n'osa se risquer après eux, tant la seule chimère de Quasimodo, grinçant des dents, en barrait bien l'entrée. « Voilà qui est merveilleux, dit Gringoire. Mais où diable trouverais-je à souper ?» Chapitre 4. Les inconvénients de suivre une jolie femme le soir dans les rues. Gringoire, à tout hasard, s'était mis à suivre la bohémienne. Il lui avait vu prendre avec sa chèvre la rue de la Coutellerie. Il avait pris la rue de la Coutellerie. Pourquoi pas, s'était-il dit. Gringoire, philosophe, pratique des rues de Paris, avait remarqué que rien n'est propice à la rêverie, comme de suivre une jolie femme sans savoir où elle va. Il y a dans cette abdication volontaire de son libre arbitre, dans cette fantaisie qui se soumet à une autre fantaisie, laquelle ne s'en doute pas, un mélange d'indépendance fantasque et d'obéissance aveugle, je ne sais quoi d'intermédiaire entre l'esclavage et la liberté, qui plaisait à Gringoire, esprit essentiellement mixte, indécis et complexe, tenant le bout de tous les extrêmes, incessamment suspendu entre toutes les propensions humaines et les neutralisant l'une par l'autre. Il se comparait lui-même volontiers au tombeau de Mahomet, attiré en sens inverse par deux pierres d'aimant, et qui hésite éternellement entre le haut et le bas, entre la voûte et le pavé, entre la chute et l'ascension, entre le zénith et le nadir. Si Gringoire vivait de nos jours, quel beau milieu il tiendrait entre le classique et le romantique. Mais il n'était pas assez primitif pour vivre 300 ans, et c'est dommage. Son absence est un vide qui ne se fait que trop sentir aujourd'hui. Du reste, pour suivre ainsi dans les rues les passants, et surtout les passantes, ce que Gringoire faisait volontiers, il n'y a pas de meilleure disposition que de ne savoir où coucher. Il marchait donc tout pensif, derrière la jeune fille qui hâtait le pas et faisait trotter sa jolie chèvre, en voyant rentrer les bourgeois et se fermer les tavernes, seule boutique qui eussent été ouverte ce jour-là. Après tout, pensait-il à peu près, il faut bien qu'elle loge quelque part, les bohémiennes ont bon cœur, qui sait. Et il y avait dans les points suspensifs, dont il faisait suivre cette réticence dans son esprit, je ne sais quelles idées assez gracieuses. Cependant, de temps en temps, en passant devant les derniers groupes de bourgeois fermant leurs portes, il attrapait quelques lambeaux de leur conversation, qui venaient rompre l'enchaînement de ces riantes hypothèses. Tantôt c'étaient de vieillards qui s'accostaient. « Maître Thibaut Fernicle, savez-vous qu'il fait froid ?» Gringoire savait cela depuis le commencement de l'hiver. « Oui, bien, maître Boniface Dishomme. Est-ce que nous allons avoir un hiver comme il y a 3 ans, en 80, que le bois coûtait 8 sols le moule ?»« Bah, ce n'est rien, maître Thibaut, près de l'hiver de 1407, qu'il gela depuis la Saint-Martin jusqu'à la Chandeleur, et avec une telle furie que la plume du greffier du Parlement gelait dans la grande chambre. De 3 mots en 3 mots, ce qui interrompit l'enregistrement de la justice. Plus loin, c'étaient des voisines à leurs fenêtres, avec des chandelles que le brouillard faisait grésiller. « Votre mari vous a-t-il conté le malheur, mademoiselle la Boudraque ?»« Non. »« Qu'est-ce que c'est donc, mademoiselle Turcan ?»« Le cheval de monsieur Gilles Gaudin, le notaire au Châtelet, qui s'est effarouché des Flamands et de leur procession, et qui a renversé maître Philippot Avriot, oblat des Célestins. En vérité, bellement. Un cheval bourgeois, c'est un peu fort. Si c'était un cheval de cavalerie, à la bonne heure. » Et les fenêtres se refermaient. Mais Gringoire n'en avait pas moins perdu le fil de ses idées. Heureusement, il le retrouvait vite et le renouait sans peine grâce à la bohémienne, grâce à Djali, qui marchait toujours devant lui. 2 fines, délicates et charmantes créatures, dont il admirait les petits pieds, les jolies formes, les gracieuses manières, les confondant presque dans sa contemplation, pour l'intelligence, la bonne amitié, les croyant toutes 2 jeunes filles, pour la légèreté, l'agilité, la dextérité de la marche, les trouvant chèvres toutes 2. Les rues cependant devenaient à tout moment plus noires et plus désertes. Le couvre-feu était sonné depuis longtemps, et l'on commençait à ne plus rencontrer qu'à de rares intervalles un passant sur le pavé, une lumière aux fenêtres. Gringoire s'était engagé
à la suite de l'égyptienne dans ce dédale inextricable de ruelles, de carrefours et de cul-de-sac, qui environne l'ancien sépulcre des saints innocents, et qui ressemble à un écheveau de fil brouillé par un chat. Voilà des rues qui ont bien peu de logique, disait Gringoire, perdu dans ces 1000 circuits qui revenaient sans cesse sur eux-mêmes, mais où la jeune fille suivait un chemin qui lui paraissait bien connu, sans hésiter, et d'un pas de plus en plus rapide. Quant à lui, il eût parfaitement ignoré où il était, s'il n'eût aperçu en passant, au détour d'une rue, la masse octogone du pilori idéal, dont le sommet, à jour, détachait vivement sa découpure noire sur une fenêtre encore éclairée de la rue Verdelet. Depuis quelques instants, il avait attiré l'attention de la jeune fille. Elle avait à plusieurs reprises tourné la tête vers lui avec inquiétude. Elle s'était même une fois arrêtée tout court, avait profité d'un rayon de lumière qui s'échappait d'une boulangerie entr'ouverte pour le regarder fixement du haut en bas. Puis, ce coup d'œil jeté, Gringoire lui avait vu faire cette petite moue qu'il avait déjà remarquée, et elle avait passé outre. Cette petite moue donna à penser à Gringoire. Il y avait certainement du dédain et de la moquerie dans cette gracieuse grimace. Aussi, commençait-il à baisser la tête, à compter les pavés et à suivre la jeune fille d'un peu plus loin, lorsque, au tournant d'une rue qui venait de la lui faire perdre de vue, il l'entendit pousser un cri perçant. Il hâta le pas. La rue était pleine de ténèbres. Pourtant, une étoupe imbibée d'huile, qui brûlait dans une cage de fer au pied de la Sainte Vierge, du coin de la rue, permit à Gringoire de distinguer la bohémienne se débattant dans les bras de deux hommes qui s'efforçaient d'étouffer ses cris. La pauvre petite chèvre, tout effarée, baissait les cornes et bêlait. « À nous, messieurs Duguay !» s'écria Gringoire, et il s'avança bravement. L'un des hommes qui tenait la jeune fille se tourna vers lui. C'était la formidable figure de Quasimodo. Gringoire ne prit pas la fuite, mais il ne fit point un pas de plus. Quasimodo vint à lui, le jeta à 4 pas sur le pavé d'un revers de la main et s'enfonça rapidement dans l'ombre, emportant la jeune fille ployée sur un de ses bras comme une écharpe de soie. Son compagnon le suivait et la pauvre chèvre courait après tous, avec son bêlement plaintif. « Au meurtre, au meurtre !» criait la malheureuse bohémienne. « Halte là, misérable, et lâchez-moi cette ribaude !» dit tout à coup, d'une voix de tonnerre, un cavalier, qui déboucha brusquement du carrefour voisin. C'était un capitaine des archers de l'ordonnance du roi, armé de pied en cap, et l'espadon à la main. Il arracha la bohémienne des bras de Quasimodo, stupéfait, la mit en travers sur sa selle, et au moment où le redoutable bossu, revenu de sa surprise, se précipitait sur lui pour reprendre sa proie, 15 ou 16 archers, qui suivaient de près leur capitaine, parurent, l'estramasson au poing. C'était une escouade de l'ordonnance du roi qui faisait le contre-guet, par ordre de messire Robert d'Estouteville, garde de la prévôté de Paris. Quasimodo fut enveloppé, saisi, garrotté. Il rugissait, il écumait, il mordait, et s'il eût fait grand jour, nul doute que son visage seul, rendu plus hideux encore par la colère, n'eût mis en fuite toute l'escouade. Mais la nuit, il était désarmé de son arme la plus redoutable, de sa laideur. Son compagnon avait disparu dans la lutte. La bohémienne se dressa gracieusement sur la selle de l'officier. Elle appuya ses 2 mains sur les 2 épaules du jeune homme et le regarda fixement quelques secondes, comme ravie de sa bonne mine et du bon secours qu'il venait de lui apporter. Puis, rompant le silence la première, elle lui dit, en faisant plus douce encore sa douce voix, « Comment vous appelez-vous, monsieur le gendarme ?»« Le capitaine Phébus de Châteaupers, pour vous servir, ma belle, » répondit l'officier en se redressant. « Merci, dit-elle. » Et pendant que le capitaine Phébus retroussait sa moustache à la bourguignonne, elle se laissa glisser à bas du cheval comme une flèche qui tombe à terre et s'enfuit. Un éclair se fut évanoui moins vite. « Nombril du pape !» dit le capitaine en faisant resserrer les courroies de Quasimodo. « J'eusse aimé mieux garder la ribaude. »« Que voulez-vous, capitaine ?» dit un gendarme. « La fauvette s'est envolée. La chauve-souris est restée. » Chapitre 5. Suite des inconvénients.
Gringoire, tout étourdi de sa chute, était resté sur le pavé devant la bonne Vierge du coin de la rue. Peu à peu, il reprit ses sens. Il fut d'abord quelques minutes flottant dans une espèce de rêverie à demi somnolente, qui n'était pas sans douceur, où les aériennes figures de la bohémienne et de la chèvre se mariaient à la pesanteur du poing de Quasimodo. Cet état dura peu. Une assez vive impression de froid, à la partie de son corps qui se trouva en contact avec le pavé, le réveilla, tout à coup, et fit revenir son esprit à la surface. « D'où me vient donc cette fraîcheur ?» se dit-il brusquement. Il s'aperçut alors qu'il était un peu dans le milieu du ruisseau. « Diable de cyclope bossu !» grommela-t-il entre ses dents, et il voulut se lever. Mais il était trop étourdi et trop meurtri. Force lui fut de rester en place. Il avait du reste la main assez libre, il se boucha le nez et se résigna. « La boue de Paris !» pensa-t-il, car il croyait bien être sûr que décidément le ruisseau serait son gîte. Et que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? La boue de Paris est particulièrement puante, elle doit renfermer beaucoup de sel volatile et nitreux. C'est du reste l'opinion de maître Nicolas Flamel et des hermétiques. Le mot d'hermétique amena subitement l'idée de l'archidiacre Claude Frollo dans son esprit. Il se rappela la scène violente qu'il venait d'entrevoir, que la bohémienne se débattait entre deux hommes, que Quasimodo avait un compagnon, et la figure morose et hautaine de l'archidiacre passa confusément dans son souvenir. Cela serait étrange, pensa-t-il. Il se mit à échafauder. Avec cette donnée et sur cette base, le fantasque édifice des hypothèses, ce château de cartes des philosophes. Puis soudain, revenant encore une fois à la réalité, « Ah ça, je gèle !» s'écria-t-il. La place, en effet, devenait de moins en moins tenable. Chaque molécule de l'eau du ruisseau enlevait une molécule de calorique, rayonnant au rein de Gringoire. Et l'équilibre entre la température de son corps et la température du ruisseau commençait à s'établir d'une rude façon. Un ennui d'une toute autre nature vint tout à coup l'assaillir. Un groupe d'enfants de ces petits sauvages va-nu-pieds, qui ont de tout temps battu le pavé de Paris sous le nom éternel de gamins, et qui, lorsque nous étions enfants, aussi, nous ont jeté des pierres à tout le soir, au sortir de classe, parce que nos pantalons n'étaient pas déchirés. Un essaim de ces jeunes drôles accourait vers le carrefour où gisait Gringoire, avec des rires et des cris, qui paraissaient se soucier fort peu du sommeil des voisins. Ils traînaient après eux je ne sais quel sac informe, et le bruit seul de leurs sabots lui réveillait un mort. Gringoire, qui n'était pas encore tout à fait, se souleva à demi. « Ohé, Hennequin d'Andèche! Ohé, Jean Pincebourde !» criait-il à tue-tête. « Le vieux Eustache Mourbon, le marchand feron du coin, vient de mourir. Nous avons sa paillasse, nous allons en faire un feu de joie. C'est aujourd'hui les Flamands. » Et voilà qu'ils jetèrent la paillasse précisément sur Gringoire, près duquel ils étaient arrivés sans le voir. En même temps, un d'eux prit une poignée de paille qu'il alla allumer à la mèche de la bonne Vierge. « Mort Christ !» grommela Gringoire. « Est-ce que je vais avoir trop chaud maintenant ?» Le moment était critique. Il allait être pris entre le feu et l'eau. Il fit un effort surnaturel, un effort de faux monnayeur qu'on va bouillir et qui tâche de s'échapper. Il se leva debout, rejeta la paillasse sur les gamins et s'enfuit. « Sainte Vierge !» crièrent les enfants. « Le marchand feron qui revient !» Et ils s'enfuirent de leur côté. La paillasse resta maîtresse du champ de bataille. Belforêt, le juge et Corrozet assurent que le lendemain, elle fut ramassée avec grande pompe par le clergé du quartier et portée au trésor de l'église Sainte-Opportune, où le sacristain se fit jusqu'en 1789, un assez beau revenu, avec le grand miracle de la statue de la Vierge de coin de la rue Mauconseil, qui avait, par sa seule présence, dans la mémorable nuit du 6 au 7 janvier 1482, exorcisé défunt Eustache Moubon, lequel, pour faire niche au diable, avait, en mourant, malicieusement caché son âme dans sa paillasse. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.